Bienvenue sur la chaîne mapsyenlignechaismoi.fr. Je suis Émilie, je suis psychologue et fondatrice du site. Aujourd'hui, je me prête à un exercice un petit peu particulier puisque je vais laisser ma collègue psychologue également sur mapsyenlignechaismoi.fr, Dilem Assas, m'interviewer sur le thème entre guillemets de la confiance en soi. Alors bienvenue Dilem, merci de t'être prêtée au jeu et je te laisse commencer l'interview. Merci Émilie. Alors, comme elle a dit Émilie, je me présente, je suis Dilem Assas, psychologue. Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème de la confiance en soi avec Émilie. C'est un thème qui ressort assez on est à une époque où le développement personnel est courant. Donc, une des premières choses dont on parle, c'est la confiance en soi. Donc, j'aimerais bien, Émilie, si tu peux nous définir la confiance en soi concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie la confiance en soi de l'estime de soi? Et comment tu pourrais le définir tout ça? Ok. Alors c'est vrai que tu as introduit une distinction qui est importante et qui est souvent négligée pour différencier justement les deux domaines. Souvent, ce qu'on appelle entre guillemets la confiance en soi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un podcast qui s'appelle Le mensonge de la confiance en soi. Vous pouvez le retrouver également sur la chaîne mapsyenlignechaismoi.fr. Mais pour vous expliquer justement, voilà, souvent ce qu'on appelle en fait la confiance en soi, ce à quoi les gens font référence quand ils parlent de la confiance en soi, c'est la représentation de leur capacité à passer à l'action sur une action précise. Admettons, on va dire oui, j'ai pas confiance en moi pour faire des études. Et là, c'est votre représentation de comment vous êtes apte, par exemple avec votre intelligence, à faire des études, n'importe lesquelles, qui va rentrer en jeu. C'est votre capacité à vous affirmer, par exemple, vous avez besoin de prendre la parole dans le public et vous allez vous dire oui, tiens, j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à prendre la parole. Mais souvent, c'est votre représentation de votre capacité à communiquer en public qui va rentrer en jeu. Donc, d'un côté, dans ce on appelle en général, que tout le monde appelle sous l'appellation confiance en soi, et après on pourrait parler entre guillemets du concept de développement personnel de la confiance en soi, et ça c'est un sujet bien à part. Mais souvent, ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est réellement, si on prend les bons termes, c'est la représentation de nos capacités sur un domaine en particulier. Une fois défini, voilà, une fois qu'on est tous d'accord sur ce podcast sur qu'est-ce que c'est, entre guillemets, la confiance en soi, c'est-à-dire la représentation qu'on a de notre capacité à faire telle ou telle chose, eh bien, à côté, et souvent, c'est là où les gens, entre guillemets, les personnes s'en mêlent les pinceaux, si je peux dire ça comme ça, il y a l'estime de soi, et là, c'est plutôt, en fait, de la représentation que vous avez, si je vous la fais courte, de votre propre valeur, en fait. Est-ce que vous êtes, si je grossis le trait, une bonne personne, une mauvaise personne, si je peux dire ça comme ça. Voilà, l'estime, le crédit que vous accordez à votre propre personne. D'accord. Et la confiance en soi, comme tu disais, enfin, le fait de se sentir capable de faire une chose dans un domaine en particulier, elle prend racine où? Comment on peut savoir qu'est-ce qui fait qu'un tel va avoir confiance dans ce domaine-là pour faire cette chose et une autre personne, tu as pris l'exemple des études, une autre personne ne pas se sentir capable? Alors, c'est une question qui est hyper importante et qu'il faut vraiment se poser quand on fait son examen, entre guillemets, quand on fait son examen où on se dit, tiens, où est-ce que j'en suis sur justement la représentation de mes capacités? Parce qu'on a tendance, en fait, quand on n'a pas, entre guillemets, pas confiance en soi, on a tendance à se juger, à dire, ouais, je suis nulle, je ne sais pas prendre la parole. Voilà, on est beaucoup dans le jugement. Et quand on se dit d'où ça vient, eh ben, on se donne l'opportunité d'alimenter le pourquoi. Et là, souvent, en fait, qu'est-ce qui fait, pour répondre à ta question, qu'une personne, elle va avoir entre guillemets, une représentation erronée ou une mauvaise représentation de ses capacités à faire quelque chose, eh ben, ça prend racine dans ses expériences en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, donc son histoire personnelle, son éducation, ses expériences, la manière grosso modo dont elle a vécu tout ça et comment dirais-je, les interprétations qu'elle a eues en fait de toutes ces expériences-là, l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte. Et du coup, après, ça nous donne c'est comme s'il y a une équation, en fait, et nous, on fait un résultat de l'équation. Et ce résultat de l'équation-là, il va faire qu'on va avoir une représentation qui est, je grossis très, bonne ou mauvaise. Est-ce que toi, tu OK, vois bah, d'autres pas choses, Dilem? bah, j'aurais dit pareil, un peu une analyse, assez générale de tout ce qui l'entoure, puisque comme tu as dit, c'est pas, qu'une chose, mais c'est plusieurs facteurs réunis qui font que, ça donne ce résultat-là et que la personne peut se sentir apte ou pas. L'environnement, comme, ça joue beaucoup, que ce soit la famille, les amis ou autres.
Et justement, ça tu m'amènes à ma prochaine question, c'est, comment, pour arriver à cette analyse, à cette prise de conscience, puisqu'on sait que pour, travailler, traiter une chose, il faut tout d'abord, la conscientiser. Sinon ça va être un peu difficile. Comment on peut prendre conscience de ce manque de confiance ou de ce sentiment qui nous bloque? Pour pour beaucoup, c'est un frein dans différents domaines et comment arriver à cette, prise de conscience? Je veux dire que du coup, c'est comment dirais-je, qu'est-ce que la personne elle peut rencontrer comme symptômes qui vont lui faire prendre conscience que justement elle a un travail à faire sur ce point-là, c'est ça? J'ai bien compris la question? Oui, voilà, en fait, comment, c'est-à-dire, comment on peut se poser et se dire: «Bon, en fait, je ne fais pas», par exemple, tu disais les études ou le travail, «Je n'accepte pas tel poste» ou «Je ne passe pas le cap, pour commencer ces études-là parce que, en fait, j'ai pas confiance en moi». Se l'avouer, on va dire, vraiment, Ah, se ah oui, l'avouer. alors, ouais, alors c'est vrai que ça demande, déjà le fait de se l'avouer, tu sais, ça demande quand même un certain, tu me diras ce que tu en penses, mais un petit peu un truc au niveau de l'acceptation, au niveau de l'ego déjà. De se dire, OK, là en fait j'ai une problématique. C'est souvent d'ailleurs ce qui empêche de prendre rendez-vous avec une psychologue. On se dit, attends, on se dit déjà, tu vois, au niveau de l'ego, ça bloque, ça fait mal. Et puis en plus, souvent, on a cette représentation que les psychologues, ben, c'est pour la dépression, c'est pour les maladies psychiatriques, etc. Alors que nous, réellement, on le sait, enfin, nous, entre guillemets, comment on se positionne par rapport à ça, toi, Joséphine, moi, les psychologues qui travaillent à masterlinitiemoi.fr, on est là pour accompagner les femmes dans tous les domaines, les étapes, les expériences de leur vie, en fait, que ce soit dans la maladie ou dans le développement personnel ou dans le maternage, tu vois, comment tu deviens une femme, comment tu deviens une épouse, comment tu deviens une mère, etc. Donc, du coup, nous, on sait que en fait, réellement, au début, ce qui nous bloque, c'est notre ego. Mais quand on va au-delà de ça et qu'on se dit, ah, en fait, ça ne me met pas en danger, tu vois, au contraire, ça va m'aider à gérer encore mieux, tu vois, en général, ça calme un petit peu l'ego. Donc, une fois qu'on a fait ce truc, qu'est-ce qui va nous montrer bah, comme tu dis, des fois, c'est un blocage pour accepter des nouvelles étapes de vie, justement. Tu connais, ben, genre, tu peux te dire, tiens, j'ai pas confiance en moi pour le mariage, je me sens pas d'être une bonne épouse, par exemple. Et là, effectivement, le symptôme, ça va être le jugement, en fait, tu vois. Déjà, tu as peur, tu vois ce que tu ressens, tu as peur. Excuse-moi, tu allais dire quelque Oui, chose? le jugement envers soi, envers les autres, c'est-à-dire quand tu dis le jugement, on peut l'interpréter. Eh ben, en fait, je te dirais même le jugement de soi, des autres et de la thématique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le mariage, c'est pourri, les études, c'est pas pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour les prétentieux. Voilà. En fait, c'est souvent, effectivement, tu sais, il y a pas des bonnes choses qui circulent en toi, en fait. Tu sais, tu as de la peur, tu as des a priori, tu as du jugement, parce que finalement, quand tu te juges, tu n'es pas bienveillante vis-à-vis de toi-même. Donc, en fait, tu peux être sympa avec les autres, mais si tu n'es pas sympa avec toi, ça ne fait pas sens, en fait, tu vois, dans une démarche d'authenticité globale. Donc, souvent, moi, je dirais que voilà, c'est beaucoup de jugement et c'est des blocages pour passer à l'action de manière générale. Est-ce que toi, tu en vois d'autres, des symptômes? Tu aurais décrit Et ça différemment? bah, comme tu disais l'ego, hein, c'est déjà c'est un blocage, c'est plus facile de se dire, heu: «C'est nul» entre guillemets que en fait, non, j'ai du mal en fait. C'est très difficile cette étape et c'est comme je disais pour beaucoup, c'est aussi le pas pour franchir et aller voir un psychologue. Tu disais, il y a beaucoup de choses qui bloquent, des clichés aussi sur les psys n'aident pas, non, c'est vraiment pour entre guillemets «les fous». Vraiment, C'est du jugement c'est aussi, en fait, finalement. ouais, c'est du jugement parce qu'on veut pas s'avouer que en fait, on a besoin peut-être d'une main, pour nous accompagner sur peut-être un court moment, un long moment, mais pour une problématique ou autre et que ça fait pas de nous une personne, on va dire, moins comment on peut dire ça? Une personne moins pas importante, mais moins bien, moins, Moins en capacité, quoi, moins capable. Parce qu'en fait, tu exactement, dis, voilà. en fait, depuis la nuit des temps, si je peux dire ça comme ça, tu sais, avant, bah, si tu étais dans tu vois, une société, on va dire, plus tribale, si je puis dire, bah, tu avais une tante, tu avais une grand-mère, tu sais, tu avais quelqu'un, une référence, en fait, qui venait te conseiller dans les différentes étapes de ta vie et t'aider à te donner le conseil dont tu as besoin pour justement savoir, tiens, quand représente ces capacités-là, bah, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pouvoir
m'affirmer, tu vois, me réconcilier avec moi-même sur ce domaine-là ou faire des actions concrètes, tu vois, accepter cette perspective d'apprentissage, parce que ben, si tu n'as jamais rien fait pour apprendre une langue étrangère, normal que tu ne saches pas parler, tu vois. C'est pas que tu manques de confiance en toi, c'est qu'il faut que tu acceptes aussi la perspective de l'apprentissage. Justement, en parlant d'environnement, etc., comment on peut faire pour faire abstraction? Parce que souvent, on peut l'observer, que ce soit pendant les entretiens ou tous les jours, heu, des personnes ont un environnement qui va faire que ça les tire vers le bas, pas forcément, Ah bienveillante, oui. on va dire. Comment on Mm. peut faire pour, essayer d'être, il faut pas couper de son environnement, mais essayer de toujours garder le lien avec son environnement et faire abstraction des choses qui peuvent être néfastes pour nous, pour, notre estime de soi, notre confiance, et tout ce qui peut nous aider à avancer, en fait. Tu as employé un mot que j'aime bien, tu as dit faire abstraction. Parce que souvent, le piège, c'est qu'on se dit, tiens, je vais me débarrasser de toutes les personnes toxiques qu'il y a dans ma vie. Et bon, ça peut avoir du sens, tu vois, Oui, ça peut être intéressant. Mais des fois, quand c'est ta famille, tu vois, ou des gens de qui tu peux pas, par exemple, parce que tu as des principes, etc., et tu te vois pas couper avec ta famille, bah, en fait, c'est pas possible, tu vois, physiquement de se couper. Et en plus, je vais te dire, en fait, si tu veux, il y a la coupure physique, il y a la coupure psychologique et émotionnelle aussi. C'est-à-dire que tu peux déménager même à 5000 km de ton ex-mari qui t'a pourri la vie pendant 10 ans. Si dans ta tête, il est toujours là, bah en fait, tu n'as pas fait abstraction de lui, tu vois, comme tu l'as dit là. C'est parce que mentalement, il est toujours présent et les tailles, les remarques, les critiques qu'il t'a faites, elles sont toujours dans ta tête. Et du coup, t'as beau être éloigné de lui, il est toujours là, en fait. Et tu ne fais pas abstraction. Et là, du coup, ça n'a pour pas revenir à ta... été Il je n'y a te pas disais, de... ça Ouais, n'a pas été travaillé, en fait, c'est juste ça a été, refoulé et on s'est dit: «Bon, en fait, non, c'est bon, ça me touche pas» et en fait, la chose, elle a été moi, je suis pour, bah, comme beaucoup, je pense, l'expression des choses. Il faut pas c'est pas en se disant qu'on va garder la chose à l'intérieur que ça va se résoudre. Non, malheureusement, c'est pas magique. La chose va rester à l'intérieur, va peut-être grossir, s'empirer et ça peut sortir sous une autre forme et être, vraiment plus néfaste que si ça avait été traité au début, si ça avait été, compris, accepté, enfin tout le accompagné, ouais. processus, voilà, Mm, qui fait que on mm. se dit: «D'accord, je suis passé par là, d'accord, c'était difficile, d'accord, mais c'est bon, j'ai réussi à passer». Alors qu'aussi, par exemple, quand tu disais l'ex-mari, si on se dit: «Ah, de toute façon, il était mauvais, ses propos, ça me fait rien et voilà, je vais oublier». Je vois que c'est défensif, en fait. Voilà, c'est défensif et Mm. c'est malheureusement après c'est se mentir à soi, mais c'est défensif donc c'est humain. Mais on va dire que d'où notre rôle, essayer de retravailler tout ça, de creuser, où ça s'est caché un peu, parce que souvent Mm. c'est très Et profond. d'accompagner, en fait, c'est d'accompagner l'acceptation, quoi, tu vois, en mode, bah, je me positionne par rapport aux choses. Et comme tu as dit, bah, tu les mets en perspective pour pouvoir te positionner par rapport à elles. Exactement, voilà. Mm. Donc je t'ai coupé, tu Non, voulais non, dire? non, ça va. Non, non, c'est bon. Ah c'est bon, Oui, oui, c'est c'est bon. bon. Mais, là, ça me fait venir à l'action là, comme, on disait d'accepter. C'est tout ça, c'est des actions. C'est ce qui fait qu'on a passé l'étape: «D'accord, je manque de confiance en moi. D'accord, j'ai besoin d'aide» et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser, on va dire, ce chemin, pour arriver à avoir une enfin, se sentir capable, comme tu disais, se sentir capable de faire, telle chose ou autre, ne pas se dévaloriser et se dire: «Ah non, j'y arriverai jamais» ou «Oh non» ou être dans le jugement et dénigrer parce qu'on est un peu dans le déni de, «En fait, non, c'est moi, ça vient de moi et ça vient pas des études ou ça vient pas du mariage ou ça vient pas d'autre chose». Qu'est-ce qui fait que on se dit: «Allez, on va passer à l'action» et c'est quoi ces actions qu'on peut éventuellement faire? Alors, une fois que tu vois ce que tu as décrit, si je prenais un mot pour décrire toute la démarche que tu viens de décrire, là, c'est la bienveillance. Tu sais, genre, tu te mets, tu fais, en fait, tu es en mode, ça y est, je décide d'être bienveillante vis-à-vis de moi-même. Je rentre dans cette démarche de compréhension, d'acceptation, tu vois, réelle. Tu peux le faire avec une psychologue, etc. Tu vois, en mode, en, en- moitié thérapie, moitié coaching, etc. Tu vois, il y a cette étape-là. Et après, il y a l'étape un petit peu pragmatique, comme tu as dit, c'est-à-dire des actions. Quelle action je vais mettre en place?
enfin, je pense que tu vois, déjà, quand mentalement, tu acceptes cette perspective d'apprentissage. Tu vois, c'est comme si tu fais table rase et tu te dis, OK, en fait, j'ai un objectif. Qu'est-ce que je peux mettre en place de manière pragmatique, tu vois, concrète, pour pouvoir justement arriver à cet objectif-là. Et c'est là, entre guillemets, que, comme je l'ai décrit dans le podcast du mensonge sur la confiance en soi, que justement, tu vois, il va falloir doser ce qu'on appelle, entre guillemets, la confiance en soi. C'est-à-dire que parce que tu sais, souvent, un petit peu, là où on se méprend dans vraiment, tu sais, le concept de développement personnel de la confiance en soi, c'est les gens, ils sont en mode bim, bam, boum, tu sais, je dis toujours, genre, ça y est, je suis une battante, je suis une warrior, je vais tout casser, c'est des trucs un petit peu comme, Tu peux tout voilà, faire. voilà, c'est ça. Alors, et c'est pas du tout l'idée. Enfin, je pense que en fait, tu passes du coup d'un extrême où tu te dévalorises à fond à un autre extrême où comment dirais-je, tu te sens de déplacer des montagnes. Et On au sait que les final, extrêmes, c'est jamais bon. en plus, et au final, du coup, si tu n'arrives pas, si tu n'as pas ce truc que tu veux, en fait, c'est une manière d'être dans le contrôle, tu vois. Et si tu n'as pas ce que si tu pas le truc que tu as visé, ton objectif, bah, tout s'effondre, en fait. Tu es dégoûté, tu penses que c'est de ta faute, etc. Et si tu l'as, bah, tu risques de t'enorgueillir, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, le risque, c'est un peu, bah, voilà, l'ego, tu vois, c'est un truc subtil qu'il faut pouvoir réguler, etc. C'est le travail qu'on fait, tu vois, avec nos patients. Et c'est là où tu te dis, un autre travail, tu vois, un autre travail de représentation mentale, si je peux dire ça comme ça, c'est je fais des causes et je lâche prise, en fait. Je ne peux pas tout maîtriser. J'accepte que je peux développer une certaine maîtrise. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage d'une langue. Bah, tu peux t'inscrire à un institut pour apprendre une langue, etc. Tu acceptes d'être dans cette perspective d'apprentissage. Tu fais des causes et puis après, tu fais de ton mieux, en fait, c'est tout. Et tu lâches ce truc de contrôle, en fait. Si c'est un bien pour toi, bah, tu es dans l'acceptation et tu te dis, OK, enfin voilà, tu es dans l'acceptation. Si tu fais les causes et si ça n'arrive pas, tu te dis, OK, en fait, c'est le chemin qui compte. J'ai appris des choses, j'ai essayé, je me suis dépassée. La perspective d'apprentissage, tu vois, versus la perspective de résultat, tu vois, la performance, je peux dire ça comme ça, ben, c'est un autre câblage, tu vois. En fait, même si tu as fini par pas apprendre l'anglais sur le bout des doigts comme tu le voulais au départ, bah, tu arrives quand même à tenir une conversation, tu vois. C'est tout. En fait, c'est comment tu vas te positionner par rapport à la chose et les actions concrètes que tu vas mettre en place pour justement arriver à cet objectif-là de manière pragmatique. C'est plus le chemin que le but, enfin, où tu vas arriver. Parce que comme tu as dit, on peut toujours retenir, même si on n'arrive pas à ce qu'on s'était fixé, le fait d'être passé par ce chemin, on en ressort forcément différent. On a appris, même Mm. si on s'est un peu cassé la figure, bah, on sait que la prochaine fois, il faudra faire ça différemment, ça. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que vraiment bienveillance, Ouais, c'est ça. c'est le mot. Ouais, voilà, bienveillance et pragmatisme. Comme tu as dit, tu vois, souvent, tu as des gens qui font le chemin, mais qui sont tellement focus sur l'objectif qu'elles ne réalisent pas tout le chemin qu'elles ont fait. Du coup, la conscientisation, c'est le fait t'es connecté avec toi-même, tu sais ce que tu as fait, et rien que le fait d'avoir tenté des choses, tu sais, tu es parti, n'importe quoi, 2 fois par semaine dans un institut, tu as pris ta voiture, tu as fait des efforts, tu vois, et tu sais que tu as fait des efforts. C'est pas tu as subi, en fait, les trucs, on t'a pas imposé un cours, c'est toi, tu as dit, OK, je vais faire des cours et tout. Bah, ça aussi, ça amène de la fierté, en fait. Ça amène, tu vois, ça nourrit, en fait, cette estime de soi, justement, parce que c'est connecté, et ça nourrit ta représentation à faire des choses, quoi. Et j'imagine que si enfin, c'est petit à petit, plus tu nourris cette, représentation de toi qui est capable, puis, plus tu peux faire de choses, tout en étant en évaluant bien, voilà. Et c'est comme un muscle, ça se travaille. C'est vraiment, ça Oui, se c'est une belle répète. métaphore, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Voilà, là, c'est ce qui me vient quand tu en parles, c'est comme tu as dit, il y en a beaucoup qui pensent que: «Allez, c'est bon, j'ai décidé d'avoir confiance en moi. Demain, je me fais un planning de dingue, je passe à l'action» et après si au bout d'une semaine, bah, ils ont pas développé, et cette capacité, ah non, c'est fini. Mais en fait, c'est un truc Parce de que tu vois, tu as le terrain. pragmatisme, mais tu n'as pas la bienveillance. Parce que finalement, tu vois, si tu es en mode, tu as fait ton planning parce que tu es dans ton ego, tu es dans peut-être ta blessure d'ego, comme on dit, et du coup, tu es dans les actions à fond, mais tu n'as pas cette perspective de bienveillance vis-à-vis de toi-même en te disant, OK, en fait, là, actuellement, où j'en suis, que ce que j'ai compris de mon histoire et tout, qu'est-ce que je peux faire réellement, si je peux dire ça comme ça, et t'ajuster après. Il faut prendre, tous les facteurs en compte. Bah, tu as répondu un peu à toutes les questions que que j'avais en tête.
Si tu peux, un mot de la fin, une petite, conclusion, en tout cas, moi, de tout ce que tu as dit, c'est vraiment le mot, c'est je garde bienveillance et pragmatisme, bien sûr, mais pour, passer à l'action, il y a toute un étape, il y a tout un processus, en fait, interne à faire entre soi et soi-même pour, prendre conscience, des choses et ensuite se dire: «D'accord, j'en suis là, OK, qu'est-ce que je fais maintenant?» Enfin, moi, j'ai gardé un peu ça et après, bah, on passe à l'action comme dans toute chose. Si on ne fait pas les causes, moi, j'aime bien pour les causes, j'aime bien souvent citer, l'exemple du permis. Parce que le permis, c'est voilà, c'est courant, tout le monde en a besoin. C'est pas en restant chez soi, on s'inscrit à l'auto-école, on reste chez soi et c'est bon, je vais avoir mon permis. Non, en fait, faut se bouger, faut aller aux heures, pour le code, ensuite faut la conduite, ça tombe pas. Mais déjà d'être passé à l'étape: «D'accord, j'ai besoin du permis, je vais aller m'inscrire au permis» et ensuite faire les causes, bah et ensuite si on l'a, c'est tant mieux, mais si on l'a pas, c'est pas pour autant que faut se dire, «Ah non, c'est parce que je suis nulle, ah non». Faut persévérer et être fier déjà du chemin qu'on a fait et comme tu disais tout à l'heure, on ressort jamais, enfin, tu ressors différent et prendre ça en compte, en fait. Mm. Ouais, parce que comme tu as dit, en fait, là, c'est comme si tu es bloqué dans l'ego. Tu vois, tu fais rien et tu penses que c'est parce que tu es nul. Mais là, c'est le muscle de la persévérance qu'il faut activer. Quoi, tu vois, ça n'a rien à voir avec toi. Quand je te dis c'est les blessures de l'ego, c'est-à-dire, comme tu as dit, tu vas pas au permis et tu penses que tu peux pas conduire parce que tu es nul parce que tu as peur et tout. Mais en fait, tu n'en sais rien. Tu t'es en train de te juger. Tu pars tu construis ta vie sur une peur, ce qui est, comme je dis tout le temps, c'est la pire manière de vivre sa vie. C'est quand tu fais des choix ou quand tu vis ta vie en fonction de tes peurs. Après, on passe tous, je pense que même nous, tu vois, même si entre guillemets, on est des professionnels de la santé, c'est des trucs qu'on voit entre guillemets tous les jours, c'est des choses aussi en tant qu'être humain, on expérimente nous-mêmes, en fait, tu vois. Tu as cité le permis. Alors, je sais pas, tu as ton permis, Dilemme. Oui, j'ai mon permis, ça Au va, bout de combien de fois? je l'ai eu au bout de la deuxième fois, 2 ou Et tu 3. l'as vécu, et tu l'as vécu comment entre le fait de repasser plusieurs fois le Bah, permis? la 1re fois, c'était, je l'ai pas eu, c'était assez frustrant. Je me disais: «Ah, en plus, mon école était loin, donc je partais spécialement pour ça». Je me disais: «Oh là là, tous ces efforts pour rien» et cetera. En plus, je l'ai passé jeune, j'étais encore au lycée, donc c'était encore plus frustrant, je trouve et bah, après, j'ai persévéré et en fait, à force de je me disais: «Il faut que» en fait, c'est soit je l'ai, soit je l'ai. Il y a pas de j'en avais vraiment besoin, donc j'ai persévéré et au bout de la 3e fois, oui, je pense que c'est la 3e fois, ça fait tellement longtemps que, bah, je l'ai eu et je me suis dit: «Heureusement que j'ai persévéré parce que si j'avais lâché l'affaire, il y aurait pas eu d'autres», mais c'est vrai que c'est difficile parce on se dit pas: «C'est peut-être voilà, je les efforts et cetera». On se dit: «Ah non, c'est moi». On directement, comme tu dis, ça on part à l'ego, c'est l'ego qui est touché, que ce soit dans le permis ou dans d'autres choses, on va se blâmer et se dire, «Ah, c'est moi», alors que des fois, ça a rien à voir avec notre personne, hein. C'est par exemple, ça tu me fais rappeler, lorsque j'ai passé le permis, une autre personne qui passait avec moi l'a raté, lorsqu'il devait faire le créneau. Et le moniteur était outré, choqué, tout ce que tu veux, parce que ce jeune homme travaillait dans un garage et passait ses journées à faire des créneaux. Ah, le bon jugement, quoi. Mm. Voilà, c'est donc on s'est dit, alors qu'il avait fait les efforts et c'est juste que voilà, c'est pas pour autant et après il l'a repassé et il l'a eu. Mais des fois, il y a des choses qui font que moi je pense que je crois beaucoup au c'est pas le bon moment pour nous. Je crois beaucoup à ça et que si quand même si on peut faire toutes les causes, c'est pas parce que c'est nous, mais c'est parce que c'est le bon moment. Ça doit pas forcément arriver à ce moment-là et c'est pour ça qu'il faut être, bienveillante. D'ailleurs, toi, cite-nous un exemple là. Moi, par exemple, avec le permis, toi, c'est à quel moment où tu t'es dit, Le «J'ai permis. besoin de la confiance»? Le permis aussi? Ah non, mais le permis, je l'ai passé 5 fois et non contente de ne pas avoir eu mon permis la 5e fois, j'ai repassé le code, parce qu'au bout de 5 fois, tu dois repasser le code. Oui. En plus, je ne l'ai pas eu du premier coup, le code. J'ai dû le repasser encore une 2e fois.
Donc, autant dire que pareil, je sortais du lycée, j'étais au bout de ma life. J'ai dû mouiller 2, 3 oreillers comme ça, tu vois, en pleurs et tout ça. Mais alors, j'ai pas souvenir qu'à l'époque, parce que bon, ça date aussi un petit peu, que comment dirais-je, que j'ai douté de ma capacité à conduire parce que, je vais te faire une confidence, j'avais déjà la voiture avant d'avoir le permis. Et j'avais, comment dirais-je, comme on dit, j'avais entre guillemets baptisé ma 106 blanche à l'époque sans avoir le permis, chose que je ne recommande pas de faire. Et j'étais allée pour rouler dans un champ avec ma voiture. Donc, d'ailleurs, j'avais éclaté j'avais abîmé une roue, mais bon, donc je pense que au niveau de ma représentation à conduire, je pense qu'on devait être bon, on devait être OK, quoi. Un petit peu trop haut d'ailleurs. Et du coup, à l'époque, j'ai pas souvenir que je me sois remise en, comment dirais-je, que j'avais pas, enfin, tu vois, je me représentais pas que je pouvais passer le permis. C'est plus, j'avais l'impression que ça le faisait jamais, en fait. Il y avait toujours un truc qui se passait, mais comme tu as dit, des fois, c'est pas une question de timing, en fait. Et je me dis et aussi, c'est, tu vois, comment tu acceptes ça, c'est-à-dire, à l'époque, je me souviens que de m'être dit, ben, peut-être si j'avais eu le permis avant, j'aurais eu un accident grave, tu vois, où j'étais pas prête, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ben voilà, si, tu vois, c'est aussi comment tu te positionnes par rapport à ça, quoi. Et du coup, grave de la persévérance, quoi. Franchement, je pense que c'était le premier exercice de ma vie. Et d'ailleurs, le permis, c'est un truc qui revient beaucoup quand on fait du coaching, etc., dans le bootcamp et tout. On en vient souvent à parler du permis parce que c'est vraiment un truc en termes de représentation, tu vois, de ta capacité à faire les choses et d'objectifs et de persévérance. Bon, il y en a qui l'ont du premier coup et du coup, ils ne s'exercent pas sur le coup du permis, mais c'est vrai que souvent, puis bon, c'est vrai aussi par rapport aux peurs que tu peux avoir, si tu peux projeter sur quand tu conduis. Tu sais, c'est aussi souvent tu passes le permis à un âge où tu commences à avoir conscience des responsabilités dans ta vie, tu vois, quand tu rentres dans l'âge adulte. Et c'est vrai que du coup, souvent, j'allais dire ça symptomatise, mais tu vois, ça symbolise peut-être un petit peu toutes ces responsabilités qui nous tombent dessus. Justement, tu me fais penser à une chose qu'une amie m'avait dit à l'époque, c'était oui, comment je fais elle me disait, mais en fait, quand je vais avoir le permis, comment je vais faire pour gérer les feux, les panneaux, les personnes sur la route, la voiture, avancer, penser à ma destination. Mais en fait, comment faire avec tout ça en même temps? Et ça m'a un peu rappelé quand tu as dit que ça ramène à l'âge adulte, responsabilité, etc. C'est vraiment un moment où tu as tout à gérer et à maîtriser, en même temps. Donc l'exemple du permis, ça englobe bien un peu. Après bon, ça dépend de l'âge à laquelle tu le passes, mais en général, c'est vers le lycée, voire plus, ou même, tu te retrouves face à ce processus, même quand tu le passes après, hein. Enfin, personnellement, quand j'entends, c'est un processus qui se répète beaucoup, lors du permis de conduire. En fait, j'ai l'impression que c'est plein de petits challenges, tu vois, dans notre vie qu'on rencontre, en fait, qui vont nous permettre, tu vois, où justement cette estime personnelle ou cette représentation qu'on a, tu vois, de notre capacité, bah, tu vois, à passer le permis, à faire des études, à être une mère, à être une épouse, à être une fille d'eux, etc. Bah, tout ça, c'est comme c'est des opportunités, tu vois, de se recalibrer par rapport à ces domaines-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, je vois, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, si tu peux un peu plus développer ça, un peu plus développer? En fait, tu sais, c'est pour dire vraiment, c'est dans le sens où c'est un apprentissage perpétuel, tu vois. Où là, justement, effectivement, quand souvent, c'est en début de vie, si je peux dire ça comme ça, donc c'est un petit peu plus, même si ça se fait après, c'est un petit peu plus challengeant, si je peux dire ça comme ça, mais que finalement, tu sais, c'est pas, c'est pas statique comme truc. C'est pas genre, il y a des gens qui ont confiance en eux, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens qui ont une estime personnelle, il y a des gens qui n'en ont pas. Mais c'est quelque chose qu'on travaille, en fait, et tu vois, c'est un peu ce qu'on accompagne, nous, tu vois, les différents domaines, etc., dans les différentes requêtes qu'on nous fait. C'est le fait de se positionner par rapport aux choses. Tu vois, comment tu les regardes, les choix que tu fais, les actions que tu mènes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le regard, que tu poses sur tout ça. Mais c'est vrai que beaucoup pensent, «Oui, j'ai pas confiance en moi, c'est une fatalité, c'est fini, je Exactement. peux plus rien Ouais. y faire». Alors que non, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme un muscle, ça se travaille. Comme dans toute chose, la bienveillance envers soi, ça se travaille, la confiance, tous ces facteurs-là se travaillent, d'où notre rôle d'ailleurs. Ça se travaille, ça s'accompagne,
c'est des choses qu'on peut développer. Il faut pas rester sur, faut pas vivre sa vie en se disant, être dans la fatalité, en fait. En C'est se clair. disant: «C'est bon, c'est fini, je ne suis pas comme ça. Un tel est top, sa confiance, elle réussit dans tout et non, moi je peux pas, en fait, c'est trop». Après, faut doser en fonction de chacun. Certes, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on est tous différents et cetera, mais ne pas rester dans la fatalité. Je dirais ça, c'est une bonne phrase, peut-être, de fin, de pas de faire de se faire confiance et de travailler justement ça et ne pas se dire: «C'est bon, c'est fini pour moi, je» peu importe C'est là un où peu, ouais, c'est un peu prendre ses responsabilités, en fait. exactement. Mmh, mmh. Bah, c'est vrai que comme tu dis, la position un peu de fatalité, c'est un petit peu la position entre guillemets «victimaire», quoi, tu vois? Alors que quand tu te dis: «OK, non, c'est je en fait, juste je prends mes responsabilités, je veux accepter les choses, c'est-à-dire faire en fonction d'elles», bah, après tu mets en place des choses, quoi. C'est la facilité c'est plus facile Mmh. de se victimiser que de se dire: «Ah non, c'est moi, allez, je passe à l'action, allez, je me «réforme» entre guillemets». Bah, c'est ce qu'on pense que c'est plus facile alors qu'en vrai, c'est super inconfortable comme position, quoi. Oui, on va dire plus facile, Mmh. pas au niveau, on va dire au niveau affect, au niveau, à Mmh. supporter. Au contraire, ça devient Mmh. plus lourd, la vie devient plus Mmh. lourde, mais c'est plutôt plus facile, on va dire quand je dis plus facile, c'est plus facile de se mettre dans cette place directement que de lutter. Mais sur du long terme, si on regarde, les conséquences et les effets de la victimisation et sont beaucoup plus importantes que de passer à l'action et au pire, allez, on passe à l'action, au pire, on se casse la figure et après on se relève et on tente. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pire. Du coup, Dylan, tu m'as posé plein de questions. Est-ce que tu me permets que je t'en pose une? Oui, dis-moi. Tu Toi, tu dirais, tu sais, par rapport à notre rôle de psy et notre positionnement, tu vois, justement dans notre travail et cetera, comment tu vois ces variables d'estime de soi et de représentation de nos capacités, elles rentrent en jeu dans notre fonction de psychologue? C'est-à-dire notre personnalité à nous, comment on travaille avec ça, c'est ça? Enfin notre Ouais, ouais, voilà. personnalité, Bah, notre toi, représentation. toi, par exemple, en tant que psy, du coup, l'estime que tu portes à ta personne ou non, la représentation de tes capacités ou non, va rentrer en compte. Tu sais, c'est une question qu'on nous pose souvent, genre, ouais, mais comment vous faites quand, admettons, tu sais, genre, tu accompagnes une personne, je dis n'importe quoi, pendant 6 mois, et cette personne-là ne guérit pas, tu vois, pas, ne guérit pas, ou par exemple, tu as une femme qui vient te voir parce qu'elle est avec un mari toxique, et puis elle quitte pas son mari toxique. Tu vois, ou elle vient te voir parce que elle veut arrêter de, d'exprimer de la violence ou elle a des objectifs, mais elle n'atteint pas Mmh. cet objectif, tu vois. Tu m'as posé limite la question piège là. C'est la question, c'est vraiment la question face à laquelle on est en tant que psy et se dire ça déjà par exemple, l'exemple de, tu citais une personne, que tu suis et qui guérit pas, heu, ça pour être honnête sur le coup ça c'est limite, c'est blessant dans notre ego. Ça peut être blessant dans l'ego, mais après, ce qui fait on est psychologue et qu'on a eu un cursus et très souvent les psys ont aussi été, ont une supervision ou sont suivis parce que voilà, on est, pour prendre du recul et pour, traiter ce que nos patients ont, il faut d'abord, connaître ses problématiques. La raison pour Mm, laquelle, beaucoup de psy et ce que je conseille, même si c'est pas forcément obligatoire, mais je le conseille très mm, fortement, d'être suivi à côté personnellement pour ne pas mélanger ses problématiques et ceux mm, de ses patients. mm, mm, Et donc, comme je te disais au début, ça peut être, blessant, mais heureusement, on est conscient des choses et on sait que en fait, on n'a pas une baguette magique malheureusement et que on va faire de son mieux pour mm, accompagner la personne. On va faire, par exemple, ce qui peut différencier une personne, on va dire une amie et une psy, c'est que on aura mis vraiment toutes nos capacités, on a été formés à utiliser nos capacités pour ce suivi. Par exemple, tout à l'heure, tu avais partagé quelque chose sur, l'écoute flottante. C'est quelque chose, à laquelle on a été formé et pas une amie ne va pas entendre, par exemple, moi, des fois, en entretien, j'ai la patiente qui dit, une chose qui peut être complètement insignifiante quand on l'écoute, ailleurs, mais moi, je vais m'arrêter dessus et par la suite, que ce soit pendant l'entretien ou par la suite, ça va me travailler et au fond, bah, ça cachera quelque chose. Donc mm, on fait de notre mieux, comme je te disais, avec l'écoute flottante, la bienveillance, toutes nos
toutes les capacités qu'on a acquis, durant notre cursus et durant notre pratique, on les met au service de nos patients. Après malheureusement, il faut et c'est ça qu'il faut faire attention quand on est professionnel de santé, ne pas se sentir super puissant. Ne pas être dans l'extrême de l'estime de soi, la confiance en Mmh. soi, ne pas être Ouais. dans l'extrême et se Mmh. dire: «Ah moi je suis là, je vais venir, je vais guérir ce patient» et non en fait, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de super pouvoir. On fait de notre mieux et on a été formé pour, accompagner les patients et c'est pas en fait, quand on va voir le psy nous accompagne, mais le travail, c'est le patient qui le fait. Moi, Ouais, je tout à fait. suis Mmh. Mmh. voilà, je suis pour, Mmh. c'est pas le on pense souvent que le psy va venir j'ai des patients qui viennent me voir, ils me disent: «Oui, comment je peux faire pour telle chose?» On me demande, mode d'emploi. Ah. Et je dis souvent que, bah, déjà, c'est pas moi qui a la réponse, c'est vous et moi, je vous accompagne juste à Mmh. trouver cette réponse parce que il faut c'est difficile de se rendre compte, de conscientiser des choses qui sont bien enfouies et moi, je vais juste j enfin «juste» entre guillemets, chercher avec le patient au fond, ces choses-là, les faire remonter à la surface et quand ils sont à la Tu allumes la surface lumière, en fait. voilà, exactement, j'allume la lumière et après Ah. on les Mmh. traite. C'est bien Mmh. illustré et après on les traite, mais pour résumer, ma réponse, je dirais être conscient que qu'on on n'est pas super puissant, mais en même temps, ne pas être dans le se faire confiance aussi. Parce que les patients, comme tout ce que je viens de citer, oui, la patiente en face a la réponse et cetera, mais faut pas oublier qu'on a aussi une expertise, des capacités qui se sont développées, qui vont nous permettre être dans le juste milieu. Moi, Mmh. comme tout à l'heure, je te disais, les extrêmes sont pas bons et le juste Mmh. milieu. Se faire confiance pour aider la patiente mais ne pas se sentir, super-héros, quoi. Voilà, Ouais, je en sais fait, pas c'est si tu j'ai répondu. ouais, en fait, tu considères à juste titre les compétences, les savoirs, les acquis que tu as eus au travers de ta formation universitaire, tes expériences, professionnelles et cetera. Donc tu considères ça et puis en même temps, ben, tu laisses, tu vois, tu mets ça au service, comme tu as dit, de la personne que tu accompagnes et elle, elle en fait quelque chose qui fait que, ben, en fait, c'est une contribution qu'on fait et c'est pas nous qui faisons tout le boulot, quoi, tu vois. Tu sais pas ce que la personne. Exactement. Il y a une autre question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que ça dure longtemps? Combien de rendez-vous je vais devoir prendre? Et en fait, Ça, c'est beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, en fait, ça, c'est oui, parce que tu ouais. sais pas comment, bah, ça reste une rencontre. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais pas en fait comment la personne elle va conscientiser tout ce que tu as évoqué pendant le rendez-vous, par exemple. Tu vois, moi, ça m'arrive des fois, je pose la question qu'est-ce que vous avez retenu de notre précédente consultation? Alors, c'est pas parce que je m'en rappelle plus. À chaque fois, je me dis, quand je pose la question là, les gens ils doivent se dire, mais attends, elle c'est Dire: une «C'est bourre quoi ou quoi? cette Elle se psy?» rappelle plus, elle me demande à moi de faire le boulot. Non, en fait, c'est pour voir qu'est-ce qu'elle a retenu de ce qu'on s'est dit. Parce que des fois, tu allumes la lumière, mais tu sais pas, entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, bah, la personne, qu'est-ce qu'elle a réfléchi, qu'est-ce qu'elle a retenu, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qui fait que, sauf pour des thérapies du genre acceptation et engagement, etc., où là, tu définis un certain nombre de rendez-vous, bah, en général, c'est plus au gré de ce qui se passe pendant le rendez-vous et entre les rendez-vous, parce qu'il y a la patiente, comment elle va réfléchir à ce qu'on a évoqué, et puis à ce qui se passe dans sa vie. Tu vois, ça se trouve, elle a commencé à consulter parce qu'elle a besoin d'être accompagnée sur une maladie auto-immune, par exemple, et puis entre-temps, ben, elle rencontre quelqu'un, tu vois, elle a un prétendant pour le mariage, par exemple. Puis du coup, là, elle a besoin d'être conseillée, tu sais, comme une tante le ferait ou une grand-mère qui le fait, mais on écoute, comme on se disait tout à l'heure, on écoute flottante, active, etc. Et du coup, bah, on va se concentrer là-dessus. Une Tu vois, il y a neutralité surtout, je rajouterais, avec exactement, une ouais. neutralité. Oui Mm. et en fait, si je peux rajouter quelque chose, c'est, le nombre de séances. Souvent, une personne vient pour, un sujet, par exemple, je sais pas, la confiance en soi et au final, il y a quelque chose qui est caché au fond de bien plus profond qu'on découvre au fil Ouais, des séances et ça, par exemple, on peut pas le savoir c'est en vrai. une séance. C'est vraiment, c'est bien caché et dès qu'on commence à creuser, on se dit: «Ah Mm. oui, en fait, il y a beaucoup de choses derrière» et des fois C'est même vrai. des traumatismes assez lourds, hein, C'est vrai. qui se Mm. révèlent et qui étaient, vraiment, la personne l'avait refoulé, et Mm. ça ressort au fil des entretiens. Donc là, tu Mm. te rends compte que, la personne est venue pour une problématique A et en fait, c'est totalement autre chose qui était caché et qui faisait qu'elle était en arrivée à la Mm. problématique, quoi.
Toi, tu vois justement sur tu vois, les traumatismes, entre guillemets, qui peuvent avoir fait du grabuge, tu sais, au niveau de ce qu'on appelle justement la représentation de ses capacités, la confiance en soi. Tu as des trucs qui te viennent comme ça, où tu vois, où tu as vu, tu as constaté ça souvent? Moi, c'est, je dirais surtout pendant l'enfance. Quand je vois, que ce soit pas forcément les parents, je dirais l'entourage, de parler avec les enfants. Je pense que ça impacte beaucoup. Personnellement, dans mon entourage, j'avais, une personne qui était très, négative. Par exemple, sa fille n'était pas bonne en maths et c'était: «Oh, t'es nul, oh là là, de toute façon, tu pas fait pour les maths», des choses comme ça, j'étais Hmm. un peu en fait, non, c'est pas en disant ça que ça va l'aider, en fait. C'est Hmm. faut la bienveillance, envers les enfants, je cite l'exemple des enfants, mais bon, ça s'applique aux adultes. Mais pourquoi je cite, les enfants? Parce que ces choses-là, le manque de confiance en soi et autres, traumatisme, ça prend souvent racine dans l'enfance. On peut le Hmm. constater que ça prend très souvent racine dans l'enfance et d'être, à l'écoute, bienveillant et d'essayer d'accompagner, bah, ce qu'on fait, nous, on va dire à notre, Hmm. niveau, Hmm. d'essayer d'accompagner les enfants, d'être bienveillant envers eux et de ne pas, de ne pas les dénigrer, Hmm. certes, Parce que ouais, ça, tu sais, c'est des trucs du quotidien, j'étais en train de me dire, c'est comme des traumatismes du quotidien qui passent inaperçus, parce que c'est pas genre, t'as démonté le gamin, tu vois, genre tu l'as frappé ou quoi, machin, après tu vas dire, ah, il va pas avoir confiance en lui parce qu'il s'est fait tabasser, excuse-moi du terme. Mais en fait, en gros, les mots, bah, ça tabasse aussi bien que des coups, en fait. Enfin, ça peut excuse-moi faire le même terme, plus tu vois. mal, en fait, hein. Exactement, C'est exactement. parce que ça dure sur plus enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, il faut pas le prendre au mot, mais je veux dire, une claque entre guillemets, ça fait mal sur le coup, c'est rouge. Et c'est pas je ne dis pas qu'il faut taper, hein, Ah mais non, bah non, non, voilà ouais. et alors que les mots, bah, même si on pense que c'est passé inaperçu, bah, ça reste et combien de fois on dit, j'entends des adultes parler aux enfants en disant: «Ah tu nul, oh de toute façon, tu à rien» ou autre, Bonne à rien ou des trucs comme et au ça, ouais. Mm. final, bah, moi personnellement bon c'est pas j'étais pas forcément enfant, mais quand j'avais décidé d'être, psy, on m'avait dit: «Ah toi psy?» en mode: «Toi?» j'étais là au final bon heureusement je me suis pas arrêtée sur ça, mais c'est resté. Je n'ai pas oublié cette phrase de: Mm. «Ah toi psy?» voilà et au final, on va dire heureusement que c'était une personne qui m'a fait ça et qu'à côté j'étais accompagnée. Mais je me dis une Mm. personne qui entend ça en boucle et qui à côté n'a pas l'aspect, bienveillante, n'a Mm. pas, enfin je veux dire, n'a pas d'autres personnes qui ont un discours, opposé à ce qu'on lui dit, Mm. bah, Mm. la personne elle peut avoir ça peut avoir de lourdes conséquences, Ouais, carrément. Mm. sur Tu sais, du long parlé. terme. Ouais, quand tu as parlé de la gifle, tu as parlé de la rougeur, mais là, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est des bleus à l'âme, en fait, quoi. Tu vois, tellement Oh! c'est lourd, les Ah, paroles, c'est quoi. si joli ce que tu viens de dire. Ah, j'ai fait un bac littéraire. On dirait Ça pas, ressort là, ça ressort. c'est Moi ça. avec les maths, ça se voit le bac S il ressort et ton bac L il Ouais. ressort. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vraiment des bleus à l'âme et ça reste en fait. C'est même si on pense, c'est comme casser une assiette ou un bol et essayer de le rafistoler, les fissures restent, hein, même si on pense qu'on a fait de son mieux et c'est très important, je parle à tous ceux qui sont entourés d'enfants, de faire attention à nos mots. Je C'est sais clair. que c'est dans le surtout au quotidien, hein, c'est pas des Mm. traumatismes, de fou. Certes, il y a des traumatismes, très plus importants, plus gros, où voilà, on va Genre dire on les peut même violences pas comparer, sexuelles en et fait. autres, Mais oui, c'est voilà, pas c'est comparable, vrai qu'on voilà. ouais, voilà. Mais souvent, on se dit, ouais, les traumatismes, c'est des trucs de ouf, comme tu as dit, tu vois, la violence Exactement. tu vois, des abus sexuels, des situations de guerre, etc. et tout. Mais c'est pas, en gros, les gens, ils s'inspirent de ça pour relativiser réellement. Souvent, c'est plutôt pour dénier ce que eux ils ont vécu, en fait, en mode, ça vaut pas le coup que je me penche dessus. Exactement et j'ai l'impression que c'est aussi un peu pour justifier, ce qu'ils font, en mode: «Ah oui, de toute façon, moi, mon enfant, je le maltraite pas». Mais en fait, les mots maltraitent, les mots, font mal, les mots ont des conséquences et bah, l'être humain, voilà, c'est un être, qui peut être impacté autant par, des coups que par des mots et faire attention à ça et que ça fasse pas des blessures dans l'âme, des bleus de comme tu disais aussi Mm. et essayer de
C'est pas tous les jours facile, hein, c'est pas, je dis pas ça, je sais que Mm, voilà, sous le coup de la colère, mais essayer de se mm, reprendre, de revoir l'enfant, de lui réexpliquer, de lui dire en fait, voilà, certes, il s'est passé ça, je ne le pensais pas et surtout ne plus le refaire, mais mm, ne pas banaliser ça, c'est vraiment le mot. Ne pas banaliser la mm, violence, et les traumatismes du quotidien. Je pense que mm. c'est très important. Mm. Et puis en plus, c'est un truc qu'on fait beaucoup, tu vois. Ce que tu me disais là, c'est, tu sais, par exemple, tu as une patiente qui va venir te consulter parce que là, je pense à un suivi que j'ai. Euh, Elle veut travailler sur sa communication, tu vois, avec son mari. Et en fait, après, elle met le doigt sur le fait que, bah, avec son enfant, elle a besoin de réajuster. Tu sais, on va passer de la guidance relationnelle au niveau du couple, si je peux dire ça comme ça, tu vois, Mmh. le conseil matrimonial à la fonction maternage, tu vois. C'est pour ça, c'est pas fixé un suivi, en fait. C'est pas genre on se concentre sur un seul truc et puis on ne voit que ça et on fait abstraction du reste. Des fois, bah ouais, parce que en fait, la femme est complexe, mais c'est, tu vois, pas compliqué, parce que souvent, c'est plutôt de la complexité, en fait, que tu as besoin d'être accompagné sur plusieurs choses, en fait. Et nous, on est là justement pour dire, OK, tu déposes les choses, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le comprend, comment, justement, ben, déjà par rapport à toi-même, tu vas te positionner pour pouvoir, comme tu as dit avec ton enfant, te repositionner correctement, en fait. Tu disais la femme est complexe, je dirais l'être humain et que Oui, en fait, comme oui. tu disais, c'est pas une problématique, allez, on se concentre sur ça et c'est tout. Puisqu'en fait, que ce soit enfin l'être humain, je vais parler en général, c'est, est le produit d'un environnement, d'un passé, d'ambitions futures et qu'on peut pas prendre, entre guillemets «une case» et se dire: «Allez, on reste enfermé dans celle-là, on va traiter» parce que non, en fait, ça va dans tous les sens. Après ça va si on veut traiter la problématique, pour laquelle, la patiente vient nous voir, il faut traiter tout le reste, en fait et c'est ça qui est, on va dire, complexe de mettre des limites, mais en même temps ne pas se limiter. Je dirais Oui, ça. c'est bien, j'aime bien. Ça me plaît ouais, ça me plaît comme mot. Mais en tout cas, Merci. je te remercie, Dilem, de t'être prêté au jeu. Et du coup, ben, Merci à toi. n'hésitez, voilà, si vous avez besoin d'être accompagné sur n'importe quel domaine, étape, épreuve de votre vie, ben, vous pouvez retrouver Dilem, Joséphine ou moi-même sur le site maxenlignechaismoi.fr. Bah, on vous dit à À bientôt bientôt. et pour un Prenez soin prochain de vous. podcast. Tout à fait. Et comme on a l'habitude de le répéter, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye. Merci, Dylan. Ciao. Merci à toi, bye.